Lecture, un podcast de Thibaut Giraud et Nicolas Requeda. Je vous ai apporté des bonbons parce que les fleurs c'est périssable, mais les bonbons c'est tellement bon, bien que les fleurs soient plus présentables. L'amoureux idiot. C'est un des personnages fétiches de Brel qui n'hésite pas à user de son visage chevalin pour simuler l'amour bête. Et de fait, qu'est-ce au fond que le premier moment de l'amour, si ce n'est celui où l'on consent de jouer ce rôle ? Le rôle de l'amoureux transi qui brave les distances et la météo pour rejoindre sa dulcinée à Orly. Le rôle de l'éprise prenant son courage à deux mains pour se rendre à cette soirée où elle ne connaît personne, mais où il sera sans doute. Gare alors à ce que la comédie légère ne vire pas à la mascarade, car si l'autre sort de la piste, le galant vire illico au ridicule et finit clown. Que reste-t-il alors de ces amours, si ce n'est des regrets, des histoires tendres ou cruelles, un peu de farce et un dindon ? Le cœur a ses raisons que la raison ignore, dit la citation papillote, qui a peut-être raison, car quand le cœur s'égare, la raison déraille. Bonjour Thibaut, l'amour bête, c'est le sujet du jour. Bonjour Nicolas, c'est gentil de me dire bonjour. Et merci pour cette introduction superbe. J'étais pas hyper inspiré par l'amour bête, j'ai l'impression que l'amour est toujours bête, c'est un peu le problème. Je disais, qu'est-ce qu'on peut choisir comme texte pour traiter spécifiquement l'amour bête, des amours particulièrement bêtes. Je trouve que ça rend bête d'être amoureux. Ouais, mais là, il y avait un peu, je trouve, cette idée dans ce petit jeu de mots aussi bête de peut-être aller chercher du côté des animaux. Enfin, voilà. J'avais pas pensé à ce truc-là. C'est vrai que dans l'amoureux de la chanson de Brel, il est bête de base, et en plus, il tombe amoureux. Donc il y a un côté comme ça, comment se comporte en amour quelqu'un qui est au départ qui fait preuve de bêtise. Et puis il y avait aussi l'idée peut-être de voir quand les autres sont bêtes, enfin l'amour quand l'autre est bête, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que c'est aussi qu'aimer quelqu'un qui est bête. Bref, c'était ça ouvrait le champ des possibles, mais j'ai vu là je vois des choses sur la table et je me dis que ça va être formidable. Ça va être formidable. Ben écoute, on va voir. En fait, le premier truc que j'ai pensé, je crois pas que tu l'aies pris, je pourrais le dire, j'avais pensé à Belle du Seigneur parce que globalement ils sont bêtes. Globalement, cet amour-là dans Belle du Seigneur est pétri de bêtises de toutes parts, mais j'ai pas voulu choisir ça. C'est marrant que t'en parles juste parce que à la base, je m'étais dit que j'allais le mettre. Quand j'en parlais autour de moi du sujet, c'est aussi ce qui est revenu. D'accord. Et à la base, je voulais le mettre, résultat, dans le texte initial, là, dans la petite présentation, la petite intro, où je m'étais dit que j'allais parler d'Ariane dans son bain, notamment, pour le moment où justement ça fait très amour bête, c'est quand elle est dans son bain et qu'elle se rappelle quand elle fait l'amour avec Adrien Deume et qu'elle a l'impression que c'est un petit chiot qui lui tousse dessus. Et quand ils font l'amour et elle se rappelle qu'il est au-dessus et qu'il l'étouffe un peu, il y a ce moment vraiment horrible, quoi, vraiment, où elle rigole toute seule en se rappelant ça, et le petit chiot et tout. Et donc bref, la deuxième idée que j'ai eue, c'était Christian dans Cyrano, qui est un amoureux bête. C'est son rôle, quoi, c'est d'être amoureux, mais trop bête pour savoir parler d'amour. Et qui par ailleurs, il n'est pas bête. C'est ça qui est assez intéressant. Il est plutôt présenté au départ comme un personnage qui a de l'esprit, mais pas de l'esprit pour l'amour. Je pense que c'est un peu par un jeu de contraste. Il y a le premier acte où quelqu'un se moque du nez de Cyrano et le fait très très mal, justement, sans esprit, et bon, toute la démonstration que fait Cyrano après. Et Christian, lui, comme il a introduit, il veut aussi provoquer Cyrano pour montrer son courage. Et il le fait intelligemment, justement. Il y a toute une scène qui est assez fine, ce qui est la première scène où, en fait, c'est un peu d'ailleurs la seule scène où Christian n'est pas débile, a quelque chose d'intéressant à jouer, et où il va le provoquer sur son nez, justement, mais de façon beaucoup plus intelligente, beaucoup plus fine. Mais son malheur, c'est qu'il ne sait pas parler d'amour. Et or, il faut pouvoir parler d'amour pour pouvoir parler à Roxane. Et voilà, donc amoureux bête. Et je sais pas trop quelle scène choisir, mais en fait, il y en a une qui est assez rigolote parce qu'en plus, je trouve ça crée une sorte de tension entre le style. Il y a beaucoup d'esprit Rostand pour parler d'amour, c'est très bien, écrire sur l'amour, etc. Et il y a toute une scène où en fait, Christian va essayer de déclarer son amour à Roxane, mais sans utiliser les mots de Cyrano. Il veut lui parler par lui-même, et ça donne une scène absolument pas éloquente, qui est assez drôle à lire. Voilà, comment ne pas être éloquent en amour, une belle démonstration. Et ça reste dans des vers très très beaux, mais du coup assez bête. Tu peux faire Cyrano peut-être, et je vais faire Christian, puis après tu me feras une Roxane. Mais une Roxane de qualité. Une Roxane de qualité. Juste pour situer la scène, Roxane vient d'expliquer à Cyrano que ce soir elle veut parler à Christian, en lui donnant une sorte de sujet libre. Allez, vas-y, dis-moi parle-moi d'amour, c'est tout. Lecture.
Je sais tout ce qu'il faut, prépare ta mémoire. Voici l'occasion de se couvrir de gloire. Ne perdons pas de temps, ne prends pas l'air grognon, vite rentrons chez toi, je vais t'apprendre. Non. Hein? Non. J'attends Roxane ici. De quel vertige es-tu frappé? Viens vite apprendre. Non, te dis-je. Je suis là d'emprunter mes lettres, mes discours et de jouer ce rôle et de trembler toujours. C'était bon au début, mais je sens qu'elle m'aime. Merci, je n'ai plus peur. Je vais parler moi-même. Ouais. Et qui te dit que je ne saurais pas? Je ne suis pas si bête à la fin, tu verras. Mais mon cher, tes leçons ont été profitables. Je saurai parler seul et, de par tous les diables, je saurai bien toujours la prendre dans mes bras. C'est elle. Cyrano, non, ne me quitte pas. Parlez tout seul, monsieur. Cyrano s'en va, Roxane arrive. C'est vous. Le soir descend. Attendez, ils sont loin. L'air est doux, nul passant. Asseyons-nous. Parlez. J'écoute. Je vous aime. Oui, parlez-moi d'amour. Je t'aime. C'est le thème. Brodé, brodé. Je vous... Brodé, Je t'aime tant. sans doute, et puis... Et puis, je serais si content si vous m'aimiez. Dis-moi, Roxane, que tu m'aimes. Vous m'offrez du brouet quand j'espérais des crèmes. Dites un peu comment vous m'aimez. Mais beaucoup. Oh, délabyrinthez vos sentiments. Ton cou, je voudrais l'embrasser. Christian, Je t'aime. encore? Non, je ne t'aime pas. C'est heureux. Je t'adore. Oh. Oui, je deviens sot. Et cela me déplaît, comme il me déplairait que vous devinssiez laid. Mais Allez, rassemblez votre éloquence en fuite. je... Vous m'aimez, je sais. Adieu. Pas tout de suite. Je vous dirai... Que vous m'adorez, oui, je sais. Non, non, allez-vous-en. Mais je... C'est un succès. Lecture. C'est Cyrano donc qui dit ça pour finir la scène. Donc voilà, une belle scène d'amour bête. Le pauvre. En plus, c'est vraiment horrible parce que toute la pièce est vraiment écrite ciselée. Et surtout quand il parle d'amour, vraiment, c'est ciselé. L'éloquence est vraiment là. Et là, finalement, l'éloquence se trouve du côté des réponses Oui, de Roxane. délabyrinther vos sentiments. Ouais, et notamment, oui, c'est ça. Je t'aime. C'est le thème. Oui, c'est ça, c'est le Ouh, thème. ouh, ouh. Très belle rime. Et oui, et c'est juste avant la grande scène, la scène du balcon, etc., où Cyrano va être incroyablement éloquent, évidemment. Je trouve ça marrant aussi comme exercice littéraire de d'écrire la plus mauvaise déclaration d'amour possible. Ouais, c'est vrai. Et Mais la pire scène de déclaration d'amour, c'est-à-dire que même dans l'ensemble aussi, Mm. elle est horrible aussi avec lui. oui, il y a une sorte de bêtise de sa part aussi. En tant que de personnage, je trouve que Roxane est un peu bête pendant très longtemps dans ce rapport très précieux à l'amour et qui est assez visible là justement. Ouais, et puis je trouve que c'est une misogynie qu'on voit pas, enfin, qui est pas assez mise en avant, enfin, que j'ai pas. Ouais, qu'on lit pas très souvent explicitement comme ça dans la pièce où vraiment c'est vu comme une grande pièce d'amour, etc. Alors que Roxane est horrible pendant toute la pièce. Et le personnage féminin lui-même, en fait, est pas particulièrement apprécié, on dirait, par Rostand. On parlait la dernière fois d'Athalie, on a oublié de rappeler que c'était une pièce qui était particulièrement misogyne sur ce moment-là, on va dire, sur En un mot, elle est femme, etc. Où Matan parle d'Athalie en disant que à partir du moment où elle redevient femme, décidément, elle fait un très mauvais tyran, une très mauvaise femme politique. Et bah là, autant c'est évident dans Athalie la misogynie, autant Rostand là dans Cyrano de Bergerac, c'est quelque chose qui est pas beaucoup mis en scène, par exemple. Le fait que c'est un personnage qui est écrit comme un personnage horrible, mais aussi parce qu'il est nécessaire qu'elle soit horrible au début et qu'elle devienne sympa à la fin, au moment où Cyrano finalement lui déclare sa flamme. Enfin, c'est un peu bizarre. Elle a une forme de superficialité qui finalement à la fois est très attachée à la beauté physique de son amant. Elle va finir par s'en détacher et puis aussi et surtout au fait c'est une précieuse donc elle veut qu'on lui parle bien d'amour. Mais c'est quand même assez justement dans la scène du balcon de mémoire, il me semble que un des enjeux de la scène, c'est justement d'arrêter de juste de faire de l'esprit sur l'amour et de parler plus franchement et que c'est un peu ça qui est traité. Mais effectivement, elle, c'est une sorte de précieuse un peu de base. On ne sait pas trop bien pourquoi les deux se la trouvent absolument fantastique. Et puis, oui, il y a un côté. C'est surtout parce qu'elle est belle, quoi. C'est une espèce de contradiction qui est que, genre, c'est un texte sur
finalement, est-ce que la véritable beauté, ce serait pas la beauté intérieure, la beauté du cœur? Et Cyrano, voilà, il est plus beau que Christian de ce point de vue-là. Mais bon, les deux tombent amoureux simplement de Roxane avant tout parce qu'elle est belle. Enfin, il y a une sorte de surdétermination, on va dire. Ouais, elle est extrêmement belle et par ailleurs, elle est très fine et spirituelle et tout ça. Ouais, Oui, bien sûr. ouais. Elle est quand même super belle. C'est vrai. Et d'ailleurs, tout le monde tombe amoureux d'elle. Comment il s'appelle De Guiche, le Guiche, etc. tombe aussi amoureux d'elle parce qu'elle est belle. Et C'est assez sommaire quand même comme caractérisation du autre niveau de personnage. misogynie finalement, en plus, c'est-à-dire qu'elle est belle et méchante. Et c'est voilà, this is la femme. Ça fait un peu penser à dans Le Petit Prince, la rose. Mm. Dans Le Petit Prince, il y a vraiment ce truc où on est en mode c'est quand même beau le Petit Prince, c'est vraiment une belle leçon de vie, etc. Et puis la rose, c'est littéralement, elle est belle, mais elle est méchante, mais il faut la protéger. Et t'es en mode, est-ce que c'est pas la définition, genre vraiment, de la femme dans un univers patriarcal et misogyne? Sans doute, il semblerait que oui. C'est marrant, je l'avais lu à ma fille, effectivement, et j'étais un petit peu, ouais, j'avais perçu ce truc-là, de dire, ouais, bon, écoute, tu comprends pas trop, de toute façon, c'est pas si mal, C'est ça. c'est un conte, voilà, avançons. Et effectivement, sinon, Roxane, elle a peu de scènes où une des rares scènes où elle fait preuve un peu d'esprit, où elle est intéressante comme personnage, c'est quand elle manipule De Guiche pour essayer de... Oui, c'est drôle d'ailleurs, cette scène. Elle est très drôle, c'est une scène assez chouette, mais c'est vrai que c'est, voilà, elle est présentée comme, elle le séduit à moitié, elle joue de son charme pour le séduire, pour lui donner un très mauvais conseil, mais qui l'arrange. C'est vrai, la caractérisation du personnage est pas ouf. Ouais. Bah après, j'ai lu une biographie de Rostand et malheureusement, c'est pas étonnant finalement. Le mec, après, a passé sa vie à coucher avec toutes les actrices qui jouent Roxane. Voilà, plus ou moins majeures. Même quand lui avançait en âge, Bon, c'était un peu un vieux gars finalement. Enfin, voilà. Mais en tout cas, la pièce reste extraordinaire et le moment où ce moment-là, là, je vous aime, c'est le thème. je t'aime, c'est le thème. Ouais, et c'est ce bouquin que j'ai bien massacré, je l'ai retrouvé, ça fait partie. Je me souviens très bien, c'est cette édition-là que j'ai lue, je vais l'avoir, je rentrais en 6e, je me souviens. Trop bien. Et ça m'a marqué de façon profonde et a posteriori, je me dis, ça m'a marqué, enfin, c'est pas un... je sais pas comment dire, la conception de l'amour qu'il y a là-dedans et je pense un peu toxique et pas terrible. Rétrospectivement, je me dis, je sais pas si c'est une très bonne lecture. Alerte. Voilà, mais ça reste une pièce absolument magnifique. Et c'est presque la seule pièce de Rostand qui soit vraiment bien. Enfin, même oui, clairement, c'est la seule pièce de Rostand qui soit vraiment bien. J'ai lu beaucoup Rostand, j'étais assez fasciné par sa plume et c'est vrai que tout le reste il n'a pas trouvé un sujet sur lequel ses défauts soient aussi utiles. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Et tous ces défauts un peu de grandiloquence, d'excessif, de romantisme exacerbé sont parfaitement à leur place là-dedans. Et il ne trouvera jamais un aussi bon sujet. Est-ce que tu sais que le réalisateur de Fievel au Far West et de Le Petit Dinosaure a réalisé une adaptation de Rostand avec Eddie Mitchell à la voix? Il se trouve que c'est Chanteclair. Chanteclair, exactement. Il y a une adaptation de Chanteclair en dessin animé par Don Bluth. Donc le Petit Dinosaure, voilà, Fievel et Anastasia. Je crois que c'est le producteur d'Anastasia. D'accord. Et en français, le gars qui fait Chanteclair, c'est Eddie Mitchell. Ce qui fait qu'il y a cette espèce de combo. Ok, ouais, c'est vraiment trop mal. Quand j'ai appris ça, j'étais dans cette timeline là. C'est intéressant. Non, et Taram et le Chaudron Magique. Voilà, le gars qui a fait Taram et le Chaudron Magique a aussi fait une adaptation de Chanteclair avec Eddie Mitchell. Voilà, je trouve ça. La dernière pièce de Rostand qui est très longue, un peu boursouflée. Ça se passe dans une basse-cour et c'est un coq qui croit qu'avec son chant il fait se lever le soleil. Voilà, sur le papier ça paraît pas mal comme point de départ, mais c'est beaucoup trop long, beaucoup trop. Ça ne marche pas très bien. Et donc mon amour bête, l'amour bête que je te propose, ça va être un texte de La Fontaine, Le Lion amoureux, qui est un texte que j'aime beaucoup parce que on ne peut le lire qu'à travers des yeux qui sont passés à travers le romantisme, si je puis dire. Entre La Fontaine et nous, il y a eu le romantisme, et on ne peut pas lire ce texte sans y voir un anachronisme, à savoir tout le romantisme qui y est passé. Alors qu'au moment où, tout le romantisme qui est passé entre La Fontaine et nous, quoi. Oui, La Fontaine ne pouvait pas savoir, donc. Exactement. Mais donc, c'est ce qui fait que je trouve que ce texte gagne une profondeur du fait d'un malentendu. D'accord. Intéressant. Je suis intrigué. Lecture. Le lion amoureux. Sévigné, de qui les attraits servent aux grâces de modèle et qui n'acquittent toute belle à votre indifférence près, pourriez-vous être favorable aux jeux innocents d'une fable et voir, sans vous épouvanter, un lion qu'amour sut dompter?
Amour est un étrange maître. Heureux qui peut ne le connaître que par récit, lui ni ses coups. Quand on en parle devant vous, si la vérité vous offense, la fable au moins se peut souffrir. Celle-ci prend bien l'assurance de venir à vos pieds s'offrir par zèle et par reconnaissance. Du temps que les bêtes parlaient, les lions, entre autres, voulaient être admis dans notre alliance. Pourquoi non ? Puisque leur engeance valait la nôtre en ce temps-là, ayant courage, intelligence et belle hure outre cela. Voici comment il en alla. Un lion de haut parentage, en passant par un certain pré, rencontra bergère à son gré. Il la demande en mariage. Le père aurait fort souhaité quelque gendre un peu moins terrible. La donner lui semblait bien dure. La refuser n'était pas sûr. Même un refus eût fait possible qu'on eût vu quelque beau matin un mariage clandestin. Car outre qu'en toute manière la fille était pour les gens fiers, fille se coiffe volontiers d'amoureux à longue crinière. Le père donc, ouvertement, n'osant renvoyer notre amant, lui dit « Ma fille est délicate, vos griffes la pourront blesser quand vous voudrez la caresser. Permettez donc qu'à chaque patte on vous les rogne, et pour les dents qu'on vous les lime en même temps. Vos baisers en seront moins rudes, et pour vous plus délicieux, car ma fille y répondra mieux. » Étant sans ses inquiétudes, le lion consent à cela, tant son âme était aveuglée. Sans dents ni griffes, le voilà, comme place démantelée. On lâcha sur lui quelques chiens. Il fit fort peu de résistance. Amour, amour, quand tu nous tiens, on peut bien dire adieu prudence. Lecture. C'est super. Et c'est marrant, je la connaissais pas du tout. Du coup, j'étais pris dans le récit. Je me suis fait avoir par la surprise. C'est On fou, s'en hein. doute un petit peu, mais elle est trop chouette. D'accord. Ouais, ben, effectivement, ça rend bête et ça te rend vulnérable. Même un lion. Et non, c'est super. J'ai toujours tendance à croire que c'est un peu ennuyeux, La Fontaine. Et ben, Ah non, mais attends, mais La Fontaine, il faut que tu lises Le chat, la belette et le petit lapin. d'accord. C'est juste Je le vais titre voir. qui me bute de rire à C'est chaque vrai que fois. c'est drôle, déjà. Le chat, la belette Et le petit lapin. À chaque fois que j'ai feuilleté un petit peu les fables de La Fontaine, juste là, on tombe souvent sur des trucs qui, je trouve, ont mal vieilli. Ah franchement, celui qui est vraiment drôle. Bah attends, vu que ce texte-là a été court, on peut s'en faire un autre. Ah bah vas-y. Qui est sans aucun lien. Mais Aucun lien, mais juste pour le plaisir d'écouter La Fontaine. Mais juste pour le plaisir de La Fontaine, qui s'appelle Le rat et l'éléphant. Se croire un personnage est fort commun en France. On y fait l'homme d'importance et l'on n'est souvent qu'un bourgeois, c'est proprement le mal François. La sotte vanité nous est particulière, les Espagnols sont vains mais d'une autre manière. Leur orgueil me semble en un mot beaucoup plus fou, mais pas si sot. Donnons quelque image d'une autre qui, sans doute, en vaut bien un autre. Un rat, des plus petits, voyait un éléphant des plus gros et raillait le marcher un peu lent de la bête de haut parage qui marchait à gros équipage. Sur l'animal à triple étage, une sultane de renom, son chien, son chat et sa guenon, son perroquet, sa vieille et toute sa maison s'en allaient en pèlerinage. Le rat s'étonnait que les gens fussent touchés de voir cette pesante masse, comme si d'occuper ou plus ou moins de place nous rendait, disait-il, plus ou moins important. Mais qu'admirez-vous tant en lui, vous autres hommes ? Serait-ce ce grand corps qui fait peur aux enfants ? Nous ne nous prisons pas, tout petits que nous sommes, d'un grain moins que les éléphants ? Il en aurait dit davantage, mais le chat, sortant de sa cage, lui fit voir en moins d'un instant qu'un rat n'est pas un éléphant. Ok. Oui, c'est sympa. C'est hop, Rapide. c'est vif. Effectivement, c'est vif. Et c'est aussi, je trouve, un poème à chute, un peu comme Le Lion amoureux. Il y a un peu ce truc de, il te met il te dresse tout le décor. Et puis la fin, tac, elle te saisit. Dans Le Lion amoureux, mais ce qui me touche énormément, c'est il se livra. Et c'est le truc de comme place démantelée. Tout à coup, il devient une sorte de. On revient au sublime dont on parlait tout au début avec. Il y a plusieurs épisodes avec Ursula Le Guin et l'idée du sublime de le détail. Le jeu d'échelle, quoi. Et là, l'idée que le lion devient un château fort, en fait, qui a rendu les armes. Et l'idée que l'amour rend les armes, je trouve ça vraiment beau, quoi. On retrouve la question de la vulnérabilité. Je pense qu'on va retrouver un peu après, moi, dans mes textes, il y a cette question-là, en tout cas. Le fait que l'amour bête, c'est aussi le moment de la vulnérabilité totale. Et le spectacle de cette vulnérabilité totale, il est à la fois beau et pathétique, quoi. Il y a vraiment il est simultanément beau et pathétique. Donc, on peut en faire soit quelque chose de lyrique, soit quelque chose de comique et un peu gênant.
Je réfléchis. Non, je suis très surpris. C'est vrai que moi, souvent, je trouve assez laborieux La Fontaine. Je dois dire que sur ces deux textes, il n'a rien de laborieux. C'est vrai que c'était assez plaisant à écouter. C'est vrai. Alors, moi, qu'est-ce que je vais lire Par quoi je continue? Ah oui, si, je sais. Je vais te lire, écoute, un livre que j'ai lu quand j'étais, je pense, ado, peut-être même un peu avant ça. Enfin, vraiment, j'ai l'impression il y a très longtemps. C'est un livre d'Amélie Nothomb. Ah, ok. Et oui. Je ne sais pas ce que tu penses d'Amélie Nothomb. Je ne sais pas ce que je pense moi-même d'Amélie Nothomb en un sens. Elle écrit beaucoup de livres. Elle écrit beaucoup de livres. Elle a écrit un par an depuis très longtemps. J'ai fini par. Et je sais que je pense que c'est la première fois que j'ai eu le sentiment d'identifier un auteur, enfin une autrice en l'occurrence. Je sais pas, ce sentiment-là, de dire je vais lire un texte d'elle. Je sais pas. Donc oui, Amélie Nothomb, j'ai lu quand j'étais assez jeune. J'ai dû lire un peu tous ses livres jusqu'au moment où on en était à ce moment-là. J'étais pas toujours, ça me plaisait pas toujours, mais il y en avait souvent qui étaient bien. Et je sais pas, j'avais le sentiment d'avoir affaire parce qu'en fait, il y a pas de lien entre ces livres, c'est toujours des trucs séparés, mais il y a une sorte de rapport de lien thématique. On retrouve les mêmes obsessions de livre en livre, et c'est assez intéressant pour ça. J'avoue que j'en ai pas relu depuis une éternité, je ne sais pas. Je crois qu'elle continue d'en écrire un par an. Je vois ça régulièrement. Elle en publie un par an. Elle dit qu'elle en écrit à peu près, enfin que parfois elle écrit en 2 semaines un livre, et je crois qu'elle en écrit une 12aine par an. C'est pas hyper surprenant parce que ces livres sont très courts, donc oui, ça c'est pas. Après, enfin comment dire, pour moi c'est pas un gage de qualité ou d'absence de qualité. Racine, il écrit après une pièce par an. Il a écrit 11 pièces en à peu près 11-12 ans, quoi. Donc en fait, en soi, non, parce qu'en fait il a fait des pauses, mais on va dire qu'il y a 8 ans, dans la période où il était active, ouais. Donc en soi, c'est la question, c'est aussi quelle est la charge de travail. Tout n'est pas forcément bon. La dernière fois que j'en ai lu un, j'ai un souvenir, c'était il y a quand même assez longtemps, et c'était vraiment très mauvais. Ça m'avait un peu découragé d'en lire d'autres après ça. Et ça faisait déjà longtemps que je n'en avais pas lu, et genre j'étais retombé sur un livre. J'avais pris 2 heures pour le lire. Je me dis non, en fait c'est assez mauvais. Mais j'ai quand même souvenir qu'il y en avait qui étaient très bons. Et notamment celui dont je vais lire un passage s'appelle Le Sabotage amoureux. Je crois que c'est un de ses premiers. Et c'est un de ces un de ses livres où elle raconte c'est une sorte de biographie, enfin une tranche de son enfance en l'occurrence. Et en général, ils sont assez bien ceux qui s'inspirent de sa vie directement plutôt que de partir dans des sortes de contes un peu bizarres comme elle a quand même bien faire. Et voilà. Et je me souvenais. Alors c'est marrant parce que du coup j'ai recherché ce livre, j'ai eu du mal à le trouver. Je l'avais plus chez moi. J'ai essayé de le trouver sur internet. C'est pas si simple à trouver. Genre il y avait rien de pas cher. C'est marrant. Ouais, c'était difficile à trouver. Alors peut-être j'ai mal cherché, je ne sais pas. J'ai trouvé une copie sur Internet Archive. J'ai fini par trouver le truc du coup, et j'ai relu une bonne partie du livre parce que c'est tellement court que tu peux très vite le relire. Et j'ai pris un passage qui, je pense, correspond bien au thème. Ah, génial. Et j'étais très surpris de me souvenir, je pense que j'ai dû le lire plus d'une fois quand j'étais jeune, et je me souvenais de certaines images, de certains trucs. Donc, je me dis quand même, c'est quand même assez fort. Je me dis, voilà, je ne regarde pas du tout d'être retombé dessus. Ouais, trop bien. J'avais lu juste Super Étranglement. Super Étranglement qui était un peu de ses plus connus, quoi. Pareil, c'est un truc qui est plutôt basé sur sa vie, et c'est ça qui est assez agréable aussi, c'est que c'est vraiment drôle, quoi. Donc, le livre, Le Sabotage amoureux, raconte son enfance en Chine quand elle a autour de 7 ans, et elle conçoit une sorte d'amour fulgurant pour une certaine Elena, une Italienne absolument belle et glaciale, et absolument indifférente à son amour, évidemment, et même extrêmement cruelle. Elena sait qu'Amélie fait de l'asthme, et pour lui demander de prouver son amour, elle lui demande de faire 10 tours en vélo d'un truc. Et évidemment, à chaque fois qu'elle finit, elle lui demande de continuer jusqu'à ce qu'elle fasse une crise d'asthme et manque de mourir finalement. Donc c'est déjà un épisode assez intéressant du point de vue de l'amour bête. Et je vais prendre la fin du livre où voilà, c'est un peu une sorte de paroxysme de cette torture, de cette relation absolument toxique et détestable. Donc on est vers la fin du roman. La narratrice, donc Amélie Nothomb, est revenue en classe après avoir justement été malade suite à cet événement, à cet épisode que j'ai narré. Et elle feint plus ou moins l'indifférence vis-à-vis d'Elena à ce moment-là. Elle a compris que c'était la façon finalement d'essayer d'attirer son attention, son amour, c'était justement de ne pas le montrer, de réussir à le feindre, à être encore plus toxique que la personne toxique finalement. Et donc voilà, va se jouer une scène qui est assez déchirante, comme peuvent être déchirants les amours d'enfants, quoi. Allons-y. Lecture. Elena dit d'une voix triste: « Tu ne m'aimes plus.
Là, il fallait que je parte tout de suite ou j'allais dire l'irréparable. Je tournais les talons et cherchais un endroit où poser le pied. J'étais tellement tendu que je ne distinguais plus la terre des flaques. J'essayais de réfléchir quand Elena prononça mon nom. C'était la première fois. Je ressentis un malaise extraordinaire. Je ne savais même pas si c'était agréable ou non. Mon corps se figea, des pieds à la tête, statue sur un socle de boue. La petite Italienne me contourna à 180 degrés, marchant à travers tout, indifférente au sort de ses souliers raffinés. La vue de ses pieds dans la boue me consternait. Elle se retrouva face à moi. Le bouquet, elle pleurait. « Pourquoi tu ne m'aimes plus ?» Je ne sais pas si elle possédait la faculté de pleurer sur commande, quoi qu'il en fût, ses larmes étaient très convaincantes. Elle pleurait avec un art consommé, juste un peu, de sorte que ce ne fut pas inesthétique, et les yeux grands ouverts, de manière à ne pas occulter son regard magnifique et à afficher la lente genèse de chaque larme. Elle ne bougeait pas. Elle voulait que j'assiste au spectacle entier. Son visage était d'une immobilité absolue. Elle ne sciait même pas, comme si elle avait dégagé la scène de tous ses décors et dépouillé l'action de ses péripéties pour mieux mettre en valeur le prodige. Elena qui pleurait. Contradiction dans les termes. Et je ne bougeais pas plus qu'elle, et j'avais les yeux dans les siens. C'était comme si nous jouions à la première qui cirait. Mais le vrai bras de fer de ce regard se passait bien plus profond. Je sentais que c'était un combat, et j'en ignorais l'enjeu. Et je savais qu'elle le connaissait, qu'elle savait où elle voulait en venir, et où elle voulait me mener, et qu'elle savait que je ne le savais pas. Elle se battait bien. Elle se battait comme si elle me connaissait depuis toujours, comme si elle voyait mes points faibles au rayon X. Si elle n'avait pas été si fine guerrière, elle ne m'eût pas adressé ce regard blessé qui eût fait rire un être sain d'esprit, mais qui torpillait mon pauvre cœur grotesque. Je n'avais lu que 2 livres, la Bible et les Contes des 1001 nuits. Ces mauvaises lectures m'avaient contaminé d'un sentimentalisme moyen-oriental dont j'avais déjà honte à l'époque. Il faudrait censurer ces bouquins. Là, c'était précisément ma lutte avec l'ange, et j'avais l'impression de m'en tirer aussi bien que Jacob. Je ne sciais pas, et mon regard ne trahissait rien. Je ne sais et je ne saurais jamais si les larmes d'Elena étaient sincères. Si je le savais, je pourrais à présent déterminer si ce qui suivit fut de sa part un coup de maître ou un coup de chance. Peut-être fût-ce les deux à la fois, c'est-à-dire un risque. Elle baissa les yeux. C'était une défaite beaucoup plus forte que sciée. Elle baissa carrément la tête, comme pour souligner qu'elle avait perdu. Et en vertu des lois de la gravitation universelle, cette inclinaison du visage vida ses réserves lacrymales, et je vis 2 cascades silencieuses déferler sur ses joues. J'avais donc gagné ? Mais il faut croire que cette victoire me fut insupportable. Je me mis à parler. Je dis tout ce qu'il ne fallait pas dire. « Elena, j'ai menti, ça fait des mois que je mens. » 2 yeux se redressèrent. Je m'étonnai de leur absence d'étonnement. Ils étaient seulement à l'affût. Il était déjà trop tard. « Je t'aime, je n'ai pas arrêté de t'aimer. Je ne te regardais plus à cause de la consigne, mais je te regardais quand même en cachette, parce que je ne peux pas m'empêcher de te regarder, parce que tu es la plus belle et parce que je t'aime. » Une peste moins cruelle qu'elle eût déjà dit quelque chose comme « Non, je t'ai plus ». Elena ne disait rien et me regardait avec un intérêt médical. Je m'en rendais compte. L'erreur, c'est comme l'alcool. On est très vite conscient d'être allé trop loin, mais plutôt que d'avoir la sagesse de s'arrêter pour limiter les dégâts, une sorte de rage dont l'origine est étrangère à l'ivresse oblige à continuer. Cette fureur si bizarre que cela puisse paraître pourrait s'appeler orgueil. Orgueil de clamer que, envers et contre tout, on avait raison de boire et raison de se tromper. Persister dans l'erreur ou dans l'alcool prend alors une valeur d'argument, de défi à la logique. Si je m'obstine, c'est donc que j'ai raison, quoi que l'on puisse penser. Et je m'obstinerai jusqu'à ce que les éléments me donnent raison. Je deviendrai alcoolique, j'achèterai la carte du parti de mon erreur, en attendant que je roule sous la table ou qu'on se fiche de moi, avec le vague espoir agressif d'être la risée du monde entier, persuadé que dans 10 ans, dans 10 siècles, le temps, l'histoire ou la légende finiront par me donner raison, ce qui n'aura d'ailleurs plus aucun sens, puisque le temps cautionne tout, puisque chaque erreur et chaque vice aura son âge d'or, puisque se tromper est toujours une question d'époque. En fait, les gens qui s'obstinent dans leur tort sont des mystiques, car ils savent bien au fond d'eux-mêmes qu'ils investissent à trop long terme, qu'ils seront morts longtemps avant la caution de l'histoire. Mais ils se projettent dans l'avenir avec une émotion messianique, persuadés qu'on se souviendra d'eux, qu'au siècle d'or des alcooliques, on dira « machin, pilier de bar était un précurseur », et qu'à l'apogée de l'idiotie, on leur vouera un culte. Ainsi, en ce mois de mars 1975, je sus aussitôt que je me trompais. Et comme j'avais assez de foi pour être une vraie imbécile, c'est-à-dire pour avoir le sens de l'honneur, je pris le parti de m'enfoncer. Maintenant je ne ferai plus semblant, ou peut-être que je recommencerai, mais alors tu sauras que je fais semblant.
Et Elena dut trouver qu'à ce degré d'exagération, ce n'était plus drôle. Elle dit, avec une indifférence écrasante que confirmait son regard, « C'est tout ce que je voulais savoir. » Elle tourna les talons et partit à pas lents qui s'enfonçaient à peine dans la boue. J'avais beau être déjà au courant de mon erreur, je ne pus en tolérer les conséquences. En outre, je trouvais qu'on m'envoyait trop vite la note de frais. Je n'avais même pas eu le temps de savourer mes torts. Je sautai à pieds joints dans la gadoue pour poursuivre la belle. « Et toi, Elena, tu m'aimes ?» Elle me regarda, l'air poli et absent, ce qui constituait une réponse éloquente, et continua à marcher. Je le ressentis comme une gifle. Mes joues cuisaient de colère, de désespoir et d'humiliation. Il arrive que l'orgueil fasse perdre le sens de la dignité. Quand s'y ajoute un amour fou et bafoué, cette débâcle peut prendre des proportions terribles. D'un bond dans la boue, je rejoignis ma bien-aimée. « Ah non, c'est trop facile. Si tu veux me faire souffrir, il faut que tu me regardes souffrir. »« Pourquoi ? C'est intéressant ?» dit la voix d'Hermine. « Ce n'est pas mon problème, ça. Tu m'as demandé de souffrir, alors tu me regardes souffrir. »« Je t'ai demandé quelque chose ?» fit-elle, neutre comme la Suisse. « C'est le comble. Pourquoi parles-tu si fort ? Tu veux que tout le monde t'entende ? »« Oui, je le veux. »« Ah bon ? » ?»« Oui, je veux que tout le monde le sache. Que tout le monde sache que tu souffres et qu'il faut te regarder souffrir. » Voilà. Son indifférence absolue était inversement proportionnelle à l'intérêt croissant des enfants pour notre manège. Un petit cercle se formait autour de nous. « Arrête de marcher, regarde-moi !» Elle s'arrêta et me regarda, l'air patient, comme on regarde un pauvre qui va faire son numéro. « Je veux que tu saches et je veux qu'il sache. J'aime Elena, alors je fais ce qu'elle me demande, jusqu'au bout, même quand ça ne l'intéresse plus. Quand j'ai eu la syncope, c'est parce qu'Elena m'avait demandé de courir sans arrêt. Et elle l'a demandé parce qu'elle savait que j'avais de l'asthme et parce qu'elle savait que je lui obéirais. Elle voulait que je me sabote, mais elle ne savait pas que j'irais si loin. Parce que là, si je vous raconte tout ça, c'est aussi pour lui obéir, pour être complètement saboté. » Les plus petits des enfants n'avaient pas l'air de comprendre, mais les autres comprenaient. Ceux qui m'aimaient bien me regardaient avec affliction. Elena regarda sa jolie montre. « La récréation est presque finie, je retourne en classe, » dit-elle, comme une enfant parfaite. Les spectateurs souriaient. Ils avaient l'air de trouver ça plutôt comique. Par chance, ils n'étaient que 30 ou 35, soit un tiers des élèves. C'eût pu être pire. J'avais quand même réussi un sacré sabotage. Lecture. Voilà. C'est horrible. c'est terrible comme scène. C'est vraiment horrible. Tout est là, la monstruosité, le retournement, le fait qu'elle va à 2000% dans son humiliation, que ça a des conséquences sur sa vie sociale. Enfin, vraiment, tout est catastrophique. Et ce qui est marrant, c'est qu'on entend, je trouve, la voix de... c'est vrai que j'avais pas trop le souvenir, parce qu'en fait, je pense que je connaissais pas bien, mais je connaissais pas les interviews d'Amélie Nothomb quand j'ai lu Stupeur et Tremblement. Mais là, je trouve qu'on entend vraiment la voix d'Amélie Nothomb. On l'entend raconter cette histoire, quoi. Oui, on peut l'imaginer, on peut lui mettre sa voix, ça serait agréable de l'écouter raconter cette histoire elle-même, ouais, avec cette voix très particulière-là. Ce qui explique d'ailleurs peut-être pourquoi est-ce qu'elle écrit si vite. La voix qu'elle a dans sa tête, c'est la sienne, on va dire. Et c'est vraiment tout le truc sur l'erreur, tu vois. Ouais. Je me souvenais de ce paragraphe-là. Je me souvenais de certaines images. Je me dis, c'est marrant. Je sais pas, j'ai dû lire ça il y a peut-être 25 ans. Et le livre se termine par elle déménage, après dans le nouvel endroit où elle se retrouve. Elle aura retiré de ça finalement une sorte d'enseignement sur comment se comporter en amour, et elle aura plein d'amoureuses avec qui elle sera absolument horrible comme Elena. Non, c'est horrible. Je pense pas que la phrase allait se terminer comme ça. C'est ça, attends, comment c'est écrit ? Au lycée français de New York, 10 petites filles tombèrent follement amoureuses de moi. Je les fis souffrir abominablement. C'était merveilleux. C'est affreux. Plutôt qu'on imagine bien dire abominablement. Donc voilà, je me souvenais de ce bouquin. Ça m'a fait plaisir de le relire, et voilà. Et autre histoire d'humiliation, finalement, un peu, en un sens, pire que celle que tu as proposée. Voilà, on va faire dans on va aller de plus en plus loin dans l'horreur, parce que tout simplement, donc c'est une histoire vraie, c'est l'histoire personnelle d'Annie Ernaux, qui raconte dans Mémoire de fille comment elle a perdu sa virginité dans des conditions qui sont atroces. D'accord. Donc voilà. Véritable plaisir de lecture. Non, mais ce texte-là, il m'a beaucoup marqué. Parce qu'en fait, c'est encore une de ces histoires horribles d'humiliation, mais surtout de rapport de force. Ou comment est-ce que l'amour peut être un rapport de force, et puis aussi comment, j'en parle un tout petit peu dans mon texte introductif là, comment l'amour comme mise en scène révèle des rapports de force, et que c'est le moment d'une grande vulnérabilité dans la mise en scène. Donc voilà, au début du rapport amoureux, il y a un peu ce jeu où on met des masques, et si l'autre décide de faire tomber le masque, en fait, tout à coup, tout est ridicule, quoi, on est démasqué. Mais dans le cadre d'un rapport de force sexuel, en fait, ça devient proprement atroce, quoi. Et donc là, le moment où elle raconte la perte de sa virginité, c'est un moment qui est glaçant. Ok. Ce que je te propose d'écouter.
Donc, Annie Ernaux a couché avec cet animateur du BAFA. En fait, je crois qu'elle passe le BAFA et c'est son formateur, on va dire. Et donc, elle a déjà couché avec lui. Je passe la scène parce qu'elle est vraiment horrible. Sauf que elle est encore dans un truc où elle comprend qu'elle s'est fait violer, mais elle met pas de mots dessus. Mais elle est toujours dans le schéma amoureux. Et donc, il y a un truc horrible où, en fait, elle dit non, mais maintenant, c'est mon amoureux, etc. Et voici qu'elle l'attend au réfectoire et elle se dit, voilà, mon amoureux va arriver. Et puis, la nuit suivante, on va refaire l'amour, quoi. Lecture. C'est le déjeuner, le vacarme du réfectoire. Elle est assise au bout d'une table à surveiller une douzaine de petits garçons braillards. Elle ne peut rien avaler, des légumes noirâtres et visqueux dans son assiette, des aubergines, elle n'en a jamais mangé. Il me semble que sa poitrine ne s'est pas desserrée depuis qu'elle est entrée dans la cave la veille au soir. Elle le voit surgir entre les colonnes du réfectoire, inspecter en évoluant entre les tables. Il s'arrête à l'autre bout de la sienne. Il lui fait face, entre les deux rangées parallèles des petits garçons. Il la fixe, sans un mot. Elle ne l'a pas revu depuis la nuit. Elle voit ce regard, elle a remis ses lunettes, qui la surplombe, la couvre, qui veut l'obliger à se souvenir de ce qu'elle a fait cette nuit. Elle baisse les yeux, elle ne peut pas supporter ce regard protubérant. Elle est une enfant fautive au milieu des autres gamins. Bien plus tard, je me reprocherai de ne pas avoir soutenu son regard chargé de la mémoire de la nuit, de la complicité qu'il attendait certainement en retour, et que la fille de ce matin-là est incapable d'interpréter. La suite chronologique, je ne peux l'écrire qu'en sautant d'une image à l'autre, d'une scène à l'autre, des scènes dont la durée réelle n'a dû souvent excéder quelques minutes, voire secondes, mais qui a été démesurément distendue dans la mémoire, comme si celle-ci en rajoutait un peu plus à chaque passage. Et comme dans le jeu 1, 2, 3 Soleil, où celui qui est collé au mur ne saisit quand il se retourne que des joueurs arrêtés dans leur progression, l'avancée de la vie entre deux images, mais depuis longtemps invisible. Je la vois, l'après-midi, lisant les premières pages de La condition humaine en livre de poche. À chaque phrase qu'elle lit, elle oublie la précédente. Après le meurtre de l'homme endormi sous la moustiquaire, elle ne comprend plus rien de l'histoire. Elle n'a jamais été dans cette incapacité de lire. Je la vois, le dimanche soir, dans sa chambre à lui, à l'heure où les enfants sont couchés et les moniteurs libres. Est-ce lui qui lui a donné rendez-vous en la croisant l'après-midi, ou est-elle venue de son plein gré ? Il n'est de toute façon pas imaginable pour elle qu'ils ne passent pas ensemble la nuit qui vient, à cause de la précédente. Il est allongé sur le lit, elle est assise à côté, sur le bord. Il joue avec le foulard à fleurs qu'elle a glissé dans l'échancrure de son cardigan bleu porté à même la peau. Elle commet la première faute. Avec la même innocence qu'elle lui a proposé du chocolat, la même méconnaissance des garçons, sans mesurer la blessure d'amour-propre qu'elle lui inflige et qui est devenue de plus en plus inouïe au fil des années dans ma mémoire, elle lui dit, le comparant à un moniteur à barbe blonde et carrure de rugbyman, « Après le barbu, c'est toi le mieux de la colonie. » Elle croit lui faire un compliment. Elle ne sent pas du tout l'ironie de sa répartie. « Je te remercie », puisqu'elle ajoute, « Mais c'est vrai !» Elle dit cette chose-là pas du tout pour le blesser, comme une vérité extérieure à eux deux, qui ne peut en aucun cas signifier qu'elle préfère le barbu. À son air embruni, elle comprend sa gaffe, mais on élimine aussitôt la portée. Elle est dans l'autisme de son désir d'une autre nuit avec H. Elle est sûre de l'avoir à cause de ce qui a eu lieu entre eux, de ce qu'ils ont fait, et pas encore fait aussi. Il est son amant. Elle attend un signe. Que celui-ci ne vienne pas, la déconcerte peut-être. Dans la séquence suivante, il est parti de la chambre. Elle reste debout à l'attendre, croyant qu'il va revenir. Ce n'est pas lui qui entre dans la chambre. C'est un breton brun, frisé, Claude L. Il lui fait comprendre que ça ne sert à rien, qu'elle reste là, que H ne va pas revenir. Je crois qu'elle demande s'il est parti voir l'institutrice blonde, Catherine P. Il ne répond pas. Peut-être qu'il rit. À partir d'ici, je ne pénètre plus la pensée de la fille de S. Je ne peux que décrire ses gestes, ses actes, consigner les paroles, celles des autres et plus rarement les siennes. Je la vois, dans l'éclairage cru de la chambre de H, sonner, incrédule, peut-être en larmes, fuyant se cacher dans un coin entre le mur et la porte parce que quelqu'un a frappé. Derrière la porte, restée grande ouverte, collée au mur, elle entend Monique C. rire et dire au frisé, qui vient donc d'indiquer par un signe muet sa présence. Elle l'a compris avec horreur. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Elle est saoule ? Elle sort de derrière la porte, se montre. Elle est devant eux deux, à 1 mètre, sans chaussures, toisée de haut en bas par Monique C., avec amusement. Je ne sais plus ce qu'elle a imploré, quelles paroles enfouies depuis sous la honte peut-être qu'on lui dise si H est avec la blonde, ni quel refus méprisant lui a été renvoyé pour qu'elle adresse à Monique C. cette supplication. « On n'est pas copines alors ?» Et que Monique C. lui rétorque avec violence.
une espèce de répulsion. Ah non, on n'a pas gardé les cochons ensemble. Je me passe et repasse cette scène dont l'horreur ne s'est pas atténuée, celle d'avoir été aussi misérable, une chienne qui vient mendier des caresses et reçoit un coup de pied. Mais ce visionnement réitéré ne vient pas à bout de l'opacité d'un présent disparu depuis un demi-siècle, laisse intacte et incompréhensible cette aversion d'une autre fille à mon égard. Il ne reste que cette certitude. Annie D., la petite fille gâtée de ses parents, les lèvres brillantes, est, à ce moment précis, un objet de mépris et de dérision dans le regard de Monique C. et de Claude L., de tous ceux qu'elle aurait voulu ses pères. Lecture. Ouais, on est encore sur un cran plus fort d'humiliation, d'autant plus que c'est pas totalement. D'autant plus que c'est pas du tout fictif. C'est pas du tout fictif, c'est C'est ça. horrible. Ouais. C'est bravo. Ça se trouve un extrait bien glauque, bien dans le sujet, bien glauque. C'est merveilleux. En plus, c'est moi qui ai proposé entre les amours bêtes et la mort fertile à chaque fois. Je suis dans les. Non, mais faut que je fasse attention peut-être. Mais c'est des passages qui je trouve sont marquants. Enfin, celui-là, moi, il m'a beaucoup marqué. C'était quand on avait fait un épisode sur Annie Ernaux pour l'Arte Book Club tout au début pendant le confinement. Et donc résultat, on avait lu pas mal d'Annie Ernaux et celui-là. Et je trouve que pareil, ça renvoie à des expériences. Évidemment, enfin, tu vois, qui sont bien moins fortes et bien moins horribles, enfin mesurées, bien moins démesurées que ça. Mais je trouve qu'en tout cas, on ne peut être qu'en empathie avec elle. Et notamment le fait que cette humiliation, on le voit aussi dans ton extrait, ça renvoie à une dimension sociale aussi en fait. C'est qu'on n'est pas seulement humilié, une sorte de malédiction dans sociale son qui corps. suit ça, qui est terrible, quoi. Ouais. Et aussi dans sa mémoire, c'est-à-dire que il y a tout un enjeu de mémoire dans les deux cas d'ailleurs. Je m'en souviens, le fait que dire par la suite, soit je deviendrai une connasse un peu avec les autres, soit bon après c'est un enfant, mais soit aussi elle aussi par la suite sa vie amoureuse en fait, on va en être marqué. Et le fait que ces expériences, en fait, il y a un effet dans la vie. Et une fois que c'est arrivé dans ta vie, c'est un indélébile de ta vie. C'est une partie de ton identité parce que c'est une partie de ta mémoire. Et elle a beau dire que sa mémoire elle flanche, que cette Annie D, c'est une autre personne qu'elle, mais c'est aussi un jeu. Et en fait, il y a un peu ce truc de finalement, qu'est-ce que j'assume de ce passé douloureux de personne d'amoureuse bête, parce qu'en un sens aussi, j'ai joué un rôle, donc finalement, c'est pas vraiment moi, mais en même temps, le traumatisme est bien réel. Enfin, je sais pas, il y a tout un truc, c'est complexe, et je trouve qu'il y a que la littérature en fait qui rend toute la complexité de comment un traumatisme amoureux, ou de ce que je croyais être un traumatisme amoureux, rentre dans mon identité, quoi. Enfin, tout le truc, c'est que elle a voulu l'interpréter comme un traumatisme amoureux, alors que c'était pas du tout. Et c'est ça qui est assez horrible. Et pourquoi elle utilise ce truc de la troisième personne C'est justement une façon de mettre à distance. Enfin, je sais pas, c'est expliqué dans. Je sais plus si c'est expliqué. Je pense. Après, alors de toute façon, dans les mémoires, c'est quelque chose qui est quand même qui se fait beaucoup. C'est vrai que là, on a l'impression que ça peut jouer justement sur ce côté-là, d'essayer de mettre ses souvenirs traumatiques à distance. Mais il y a aussi le fait, tu vois, que il y a des moments où elle peut rentrer dans son esprit à elle, et des moments où on est dans un truc, on va dire, behavioriste, c'est-à-dire je n'ai plus accès qu'à ses comportements. Voilà, c'est ça. Et en fait, parce qu'elle voit juste ça comme des photos, et donc c'est pour être aussi, je pense qu'il y a aussi un pacte avec le lecteur d'authenticité, en disant, je peux me raconter, mais en fait, je peux pas me raconter il y a 20 ans comme je me raconterais maintenant, parce que j'ai pas autant accès à mon intériorité, etc. Donc pour être vraiment honnête avec vous sur ces mémoires, je vais vous raconter. D'ailleurs, c'est mémoire au singulier, mémoire de fille, et non pas des mémoires. Il y a un peu ce truc, je pense, où la question de la mémoire est vraiment au centre de comment je me souviens de ça, et finalement, au fond, comment tous ces traumatismes successifs m'affectent aujourd'hui, et par le biais de cette mémoire qui reste, qui j'ai été, quoi. Bon, après, c'est un lieu commun en philo, entre guillemets, l'identité. L'identité à travers le temps, c'est très intéressant comme question, effectivement, et le rôle de la mémoire dans cette identité à travers le temps. Truc de Locke, tout ça. Écoute, je vais pas remonter la pente. Là, on va plonger encore plus au fond. Moi, à la fin, je vais remonter. T'inquiète pas, je vais remonter sur un truc un peu plus. Bon, parce que là, mon troisième texte, c'est La confusion des sentiments de Stefan Zweig, qui pour moi est un peu l'archétype de vraiment la bêtise en amour, mais poussée à l'extrême, de tout point de vue. C'est-à-dire, alors, c'est j'ai failli mourir à cause de ce bouquin. La première fois que je l'ai entendu de façon absurde, c'est juste la fin du texte est tellement émouvante. Je l'écoutais. La première fois que je l'ai lu, je l'ai écouté. Il y avait une adaptation, une lecture intégrale.
Et je me souviens de la fin, j'étais en train de conduire et ça me faisait tellement chialer ma mère que franchement, je ne voyais plus la route. J'étais sur l'autoroute en train de chialer ma mère. Ah ouais, c'est Parce fou. que la fin du texte vraiment te prend. Et enfin, moi, ça m'avait vraiment ému aux larmes, comme j'ai rarement été ému aux Ok, larmes en d'accord. lisant un truc. Je trouve ça absolument déchirant. C'est horrible, ça touche surtout. Là, je vois Lettre d'une inconnue, donc en fait, c'est pas. Pardon, oui, Lettre d'une inconnue, ce que j'ai dit, oui. Non, C'est c'est ça. la confusion des sentiments. Pardon. Oui, si, c'est assez touchant, c'est la fin de Confusion des sentiments. Mais oui, c'est Lettre d'une inconnue. J'ai dit n'importe D'accord, quoi, ok. Je connais pas du tout, c'est pour ça que je. Lettre d'une inconnue, tu le. Jamais entendu parler, mais donc tant mieux finalement. Ah, je vais te le spoiler. D'autant plus que, bon, quand t'as la fin, vraiment, après tout ce qui précède, c'est Ouais. particulièrement fort. Parce que je voulais lire la fin, justement. Donc, c'est de Stefan Zweig. Je crois que c'est un de ses plus connus, de Stefan Zweig, mine de rien. C'est fou, ok, d'accord. J'en ai jamais entendu parler. Bah, trop bien, mais si, j'espère que les auditeurs, auditrices n'en ont jamais non plus entendu parler. Comme ça, bam, ça sera aussi la claque pour tout le monde. Je pense que ça vaut le coup de le lire en entier, mais je vais juste C'est lire court, en plus. la fin. C'est très court. Et en gros, l'idée, ça commence. L'essentiel, c'est une lettre, une très longue lettre. Je vais lire la fin de cette lettre et également le petit paragraphe qui suit, qui raconte ce qui se passe. Donc, c'est une lettre qui est envoyée à R, un certain romancier à la mode, qui a 41 ans, et il reçoit une grosse lettre, je ne sais pas trop ce que c'est. Et la lettre est adressée à toi qui ne m'as jamais connu. C'est une très grosse lettre. Il commence à la lire. On lit l'entièreté de la lettre. La lettre commence par Mon enfant est mort hier. Et ça va revenir régulièrement, ce truc, Mon enfant est mort hier. Et en fait, ça raconte l'histoire d'une ado. Elle doit avoir, je sais plus, 13, 14 ans peut-être. Ce grand écrivain emménage à côté de chez elle. Et elle est obsédée par lui. Elle devient folle de lui. À cet âge-là, c'est pas encore tout à fait amoureux, mais elle est vraiment obsédée par lui. C'est une sorte d'obsession amoureuse qui est complètement bizarre et malsaine. Ils vont se retrouver plus tard. Il va coucher avec elle 3 nuits. Ils se rencontrent, il la séduit et il couche avec elle. Et puis après, lui, il s'en va en voyage. Et il est censé la recontacter, mais il le fera jamais parce lui, c'est un homme à femme. Il couche avec toutes sortes de femmes. Et voilà, il a beaucoup de succès. C'est tout connard. à fait. Il est même. Alors c'est ça, on le voit à travers ses yeux. Et Ah oui, c'est ça. pour elle, c'est pas du tout un connard. C'est un type merveilleux. Il vit dans un monde incroyable. C'est un grand écrivain et tout ça. Et mais oui, il se comporte un peu comme un connard. Voilà. Surtout, il est totalement. Il s'en fiche, quoi. C'est vraiment pas. Il a pas de cruauté particulière. Il est juste bête par ce côté-là, par son indifférence vis-à-vis des femmes qui séduit, quoi. Et donc, elle aura un enfant de lui et ils vont se revoir une autre fois et ça va être. Il va pas la reconnaître. Enfin, il va jamais la reconnaître. Et là, son enfant est mort et elle lui écrit une très longue lettre où elle raconte un peu toute sa vie et auquel elle a complètement caché de façon stupide. Enfin, c'est terrible. C'est vraiment un amour stupide on a du mal à considérer qu'il puisse mériter un tel amour, je trouve, quand on le lit. Mais il n'empêche que c'est comme ça qu'elle l'a vécu. Et donc oui, la dernière fois qu'ils se voient, il la paye par erreur. Enfin, il croit que c'est une prostituée. C'est vraiment atroce. C'est absolument sordide. Bref, et elle recroise son vieux domestique qu'il n'avait pas vu depuis qu'elle avait 14 ans. Et lui, il la reconnaît, probablement. Et elle lui donne les billets de banque qu'elle lui avait donnés. Et voilà, j'arrachais vite de mon manchon les billets de banque avec lesquels tu m'avais flagellé et je les lui glissais dans la main. Il tremblait, me regardait avec effroi en cette seconde. Il m'a peut-être mieux comprise que toi dans toute ton existence. Tous les hommes, tous m'ont gâté, tous se sont montrés bons envers moi. Toi seul, tu m'as oublié. Toi seul, tu ne m'as jamais reconnu. Et donc, je vais lire ce qui suit, qui est la dernière partie. En fait, je trouve que c'est presque un exercice sur à quel point un amour pourrait être absolument asymétrique. Donc là, ça pousse les potards à bout de l'asymétrie en amour. Lecture. Mon enfant est mort, notre enfant. À présent, je n'ai plus personne au monde, personne à aimer que toi. Mais qu'es-tu pour moi, toi qui jamais ne me reconnais? Toi qui passes à côté de moi comme on passe au bord de l'eau. Toi qui marches sur moi comme sur une pierre. Toi qui toujours vas, qui toujours poursuit ta route et me laisse dans l'attente éternelle. Un jour, je crus te tenir en cet enfant l'être fuyant que tu es. Mais c'était ton enfant. Pendant la nuit, il m'a quitté cruellement pour aller en voyage. Il m'a oublié et jamais il ne reviendra. De nouveau, je suis seul, plus seul que jamais. Je n'ai rien, plus rien de toi, rien, plus d'enfant, pas une ligne, pas un mot, pas un souvenir. Et si quelqu'un prononçait mon nom devant toi, il n'aurait pour toi aucune signification. Pourquoi ne mourrais-je pas volontiers, puisque pour toi, je n'existe pas? Pourquoi ne pas quitter ce monde puisque tu m'as quitté? Non, mon bien-aimé, je te le dis encore, je ne t'accuse pas. Je ne veux pas que mes lamentations aillent jeter le trouble dans la joie de ta demeure. Ne crains pas que je t'obsède plus longtemps. Pardonne-moi, j'avais besoin de crier une fois de toute mon âme à cette heure où mon enfant est étendu là, sans vie et abandonné. Il fallait que je te parle une fois, rien qu'une seule fois.
Je retourne ensuite dans mes ténèbres et je redeviens muette. Mais ce cri ne te parviendra pas tant que je vivrai. Ce n'est que quand je serai morte que tu recevras ce testament d'une femme qui t'a plus aimé que toutes les autres et que tu n'as jamais reconnue. D'une femme qui n'a cessé de t'attendre et que tu n'as jamais appelée. Peut-être alors m'appelleras-tu. Je ne te laisse aucun portrait, aucune marque d'identité, de même que toi tu ne m'as rien laissé. Jamais tu ne me reconnaîtras, jamais. C'était ma destinée dans la vie, qu'il en soit de même dans la mort. Je ne veux pas t'appeler à ma dernière heure. Je m'en vais sans que tu connaisses mon nom ni mon visage. Je meurs facilement car de loin tu ne t'en rendras pas compte. Si tu devais souffrir de ma mort, je ne pourrais pas mourir. Je ne peux plus continuer à écrire, j'ai la tête si lourde. Les membres me font mal, j'ai la fièvre. Je crois que je vais être obligé de m'étendre tout de suite. Ce sera peut-être bientôt fini. Peut-être que le destin me sera clément une fois et que je ne devrai pas aller voir emporter mon enfant. Je ne peux plus écrire. Adieu, mon bien-aimé, adieu, je te remercie. Ce fut bien comme ce fut, malgré tout. Jusqu'à mon dernier souffle, je t'en remercierai. Je me sens soulagé. Je t'ai tout dit, tu sais à présent. Non, tu le devines seulement, combien je t'ai aimé. Et pourtant cet amour ne te laisse rien de pesant. Je ne te manquerai pas. Il n'y aura aucun changement dans ta vie magnifique et lumineuse. Ma mort ne te causera aucun ennui. Cela me console, ô mon bien-aimé. Mais qui maintenant, chaque année, pour ton anniversaire, t'enverra des roses blanches? Ah, le vase sera vide, et ce sera fini aussi de ce faible souffle de ma vie, de cette haleine de mon être qui flottait une fois lent autour de toi. Mon bien-aimé, écoute, je t'en prie, c'est la première et la dernière prière que je t'adresse. Par amour pour moi, fais ce que je te demande. À chacun de tes anniversaires, car c'est un jour où l'on pense à soi, procure-toi des roses et mets-les dans le vase. Fais cela comme d'autres font dire une messe une fois l'an pour une chair défunte. Je ne crois plus en Dieu et je ne veux pas de messe. Je ne crois qu'en toi. Je n'aime que toi et ne veux survivre qu'en toi. Oh, rien qu'un jour dans l'année et tout à fait silencieusement comme j'ai vécu à côté de toi. Je t'en prie, fais-le, ô mon bien-aimé. C'est la première prière que je t'adresse, c'est aussi la dernière. Je te remercie. Je t'aime. Adieu. Ses mains tremblantes lâchèrent la lettre. Puis il réfléchit longuement. Confusément montait en lui un mince souvenir d'une enfant du voisinage et d'une jeune fille, d'une femme rencontrée dans une boîte de nuit. Mais ce souvenir restait vague et indistinct comme une pierre qui brille et qui tremble au fond de l'eau, sans contour précis. Des ombres s'avançaient et reculaient, sans jamais constituer une image nette. Il remuait de tendres souvenirs, et pourtant il ne se souvenait pas. Il lui semblait avoir rêvé de toutes ces figures, rêvé souvent et profondément, mais seulement rêvé. Son regard tomba alors sur le vase bleu qui se trouvait devant lui sur son bureau. Il était vide pour la première fois au jour de son anniversaire. Il eut un tressaillement de frayeur. Ce fut pour lui comme si, soudain, une porte invisible s'était ouverte et qu'un courant d'air glacé sorti de l'autre monde eût pénétré dans la quiétude de sa chambre. Il sentit que quelqu'un venait de mourir. Il sentit qu'il y avait eu là un immortel amour. Au plus profond de son âme, quelque chose s'épanouit et il eut pour l'amante invisible une pensée aussi immatérielle et aussi passionnée que pour une musique lointaine. Lecture. Donc oui, j'aurais dû en parler avant de lancer le texte, mais ce truc du vase, en fait, chaque année, elle lui envoyait anonymement un bouquet de roses blanches qui était une réminiscence de leurs 3 nuits où ils ont conçu leur enfant, et il a jamais capté le truc, je sais jamais trop posé la question. Enfin, ils ont conçu l'enfant en 3 nuits. Il y a eu 3 nuits où ils ont couché ensemble, et après elle est tombée ensemble. C'est pas, D'accord. voilà. On imagine que c'est une nuit bien précise. Ouais. Ma compréhension de la physiologie humaine va jusque-là. Donc, c'est absurde comme amour et cette espèce de consolation qu'elle trouve dans le fait que ça lui fera même pas de peine finalement. Je trouve que ça pousse à bout cette asymétrie complètement absurde. On sait même pas ce qu'elle lui trouve de si incroyable à cet écrivain qui, oui, il a l'air assez brillant et il est probablement beau, mais voilà, est-ce qu'il mérite qu'on y consacre sa vie entière? De toute façon, c'est évidemment un malentendu étant donné qu'elle l'a vu que 3 fois dans sa vie. Enfin, elle était sa voisine pendant longtemps, elle l'observait, et puis après, effectivement, il se voit très très peu, mais elle le suit via les réseaux sociaux, si on peut se dire. Enfin, c'est aussi l'image qu'il produit dans ses romans, dans ses livres, etc. Elle va lire tous ses livres. On aura envie d'avoir un peu plus ses pensées. C'est un peu le regret. Ouais. Et pendant tout le texte, on le lit, on se demande, est-ce qu'il va la reconnaître à un moment? Enfin, on a un peu la réponse dès le début parce qu'il écrit à toi qui ne m'a jamais reconnu, donc on s'en doute finalement. Mais c'est vrai que c'est un peu, ça va très vite cette fin-là. On aurait envie de, mais comment tu
Après, effectivement, ça ne peut rien changer dans sa vie. Il ne sait même pas son nom, genre le lecteur non plus, du coup. Donc, Bon, bah, quelle fin terrible. J'ai quelque chose d'un peu plus léger, léger, sombre et léger à la fois. merveilleux. Puisqu'il s'agit de Beaumarchais, hey donc le mariage de Figaro. Alors, normalement, parce que je l'avais étudié pour l'agrég, le mariage de Figaro, et c'est un bouquin que j'avais adoré. Et donc, je l'avais relu beaucoup de fois après. Je sais pas si tu l'as lu, le mariage de Figaro. Oui, alors, j'ai pas un souvenir hyper précis, mais je les ai lus. Voilà. Alors, en fait, dans Le Barbier de Séville, qui est la pièce, en fait, c'est une trilogie, hein, Le Barbier de Séville, Le mariage de Figaro. C'est quoi le troisième? C'est La mère coupable. La mère coupable. Et c'est le concept qui est assez fou de se dire si on faisait vieillir des personnages de comédie. Évidemment, ça se termine mal. Donc, La mère coupable, c'est en gros, c'est un type de drame très 18e siècle qui a été lancé par Diderot. Et en gros, bref, c'est très triste et tout le monde pleure. Ok. Et un drame bourgeois. Drame bourgeois. Le Barbier de Séville, c'est la comédie très à l'ancienne avec la spécificité de Beaumarchais, c'est les actions extrêmement courtes. Ce que les critiques appellent les actions éclairs, où en gros, dans une scène, tout à coup, il y a 15 retournements de situation, tout le monde se cache derrière les rideaux, ça explose, on ment, il y a des quiproquos, etc. Mais dans une seule scène, quoi. Et le pitch est assez basique, hein, c'est le comte Almaviva qui veut enlever Rosine, une jeune fille évidemment belle, douce et intelligente, des griffes d'un vieux barbon qui souhaite l'épouser, qui l'éduque, mais finalement qui l'élève, mais en fait qui veut l'épouser à la fin, etc. Donc voilà. Et il est aidé pour ça par Figaro qui va l'aider à kidnapper Rosine. Et donc tout ça se passe ainsi. Lui, il se fait passer pour un type pauvre. Et en fait, tout à la fin, il dévoile qu'en fait, il est très riche. Il fait c'est génial. Voilà. Et le mariage de Figaro, c'est la suite. Et en fait, on apprend que Figaro va se marier. Donc le valet va se marier. Donc on devrait être content puisque le comte, entre-temps, s'est marié. Le comte Almaviva s'est marié avec Rosine, qui est devenue la comtesse Almaviva. Et en fait, assez rapidement, on se rend compte qu'en réalité, le comte convoite exactement la fiancée de Figaro. Et que la pauvre Rosine, en fait, elle était complètement délaissée. Alors, elle tombe amoureuse d'un gentil page. Et c'est horrible, leur couple part vraiment à la dérive. C'est un petit peu se marier avec beaucoup d'enfants et on voit la suite. En fait, non, pas du tout. Et en plus, c'est encore pire parce qu'après, il y a à la fin du mariage de Figaro, il y a tout le monde dit non, mais c'est bon, on se rabiboche et tout. Et tout finit par une chanson. C'est la fin du mariage de Figaro. Oui. Et on les reprend, je sais plus, une dizaine d'années plus tard. Et en fait, on apprend que le comte a quand même trompé sa femme et qu'il a eu un enfant, et que sa femme a quand même trompé le comte avec le petit page en question, et qu'elle a eu un enfant de lui, sauf que évidemment, elle est honteuse de son enfant, et le comte, dès qu'il l'apprend, décide vraiment veut le faire mettre à mort, etc. Tandis que le comte, lui, sa fille, en fait, il s'en fout complètement. Enfin, sa fille, ou je sais plus, en tout cas, l'enfant qu'il a eu par ailleurs, lui, c'est complètement normal. Enfin, c'est une erreur de jeunesse, mais bon, voilà, ça n'a rien à voir. Ok, ouais. Et donc, le texte que j'ai choisi se trouve à la fin du mariage de Figaro. Donc, il y a le fameux monologue de Figaro où Figaro se plaint parce qu'il croit que sa femme l'a trompé. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Et justement, en fait, tout va se jouer à la fin de la pièce dans une sorte de quiproquo qui, en fait, est complètement manigancé par Rosine, la femme du comte, et par Suzon, la fiancée de Figaro. Donc c'est la fille qui arrange tout. Exactement, qui gère un peu toute l'affaire. Mais c'est un peu la morale du truc, que finalement elles sont vraiment plus malines. Et en même temps, il y a un peu ce truc où Beaumarchais essaie de montrer qu'en fait elles ont été prises à leur propre piège. Elles sont prises à leur propre piège parce que, tu vas le voir dans cet extrait, elle se rend pas compte qu'en fait elle a un peu laissé tomber son mariage et qu'elle n'a pas assez su recréer la passion des premiers moments. C'est de sa faute. C'est un peu de sa faute finalement si le comte la trompe et est un vrai prédateur, hein. Dans l'ensemble de la pièce, il essaie de coucher avec après tout ce qui bouge. C'est vraiment un monstre sans foi ni loi. Et donc, dans l'une de ces dernières scènes, eh bien, c'est une scène qui se passe de nuit, donc un gigantesque quiproquo. Et le comte arrive, il croit qu'il a rendez-vous avec Suzon. Figaro lui-même a eu vent de ce rendez-vous, donc il croit qu'il va les surprendre. Pour ça, il fait appel à tout un tas de personnes. Mais en réalité, Suzon s'est cachée dans un coin et dans le noir, elle pousse la femme du comte, Rosine, qui est aussi donc dans le noir, et le comte va faire une déclaration d'amour à Suzon et expliquer finalement pourquoi est-ce que son couple, selon lui, est un peu parti en live, à sa propre femme. Du coup, je vais te donner la réplique. Eh ben, parfait. Allons-y. Lecture. Le comte. Mais laissons cette bizarrerie, elle empoisonnerait le plaisir que j'ai de te trouver dans cette salle. La comtesse. L'espériez-vous ? Après ton ingénieux billet,
Tu trembles? J'ai eu peur. Ce n'est pas pour te priver du baiser que je l'ai pris. Des libertés. Mais quelle peau fine et douce, et qu'il s'en faut que la comtesse ait la main aussi belle. Oh, la prévention. A-t-elle ce bras ferme et rondelet, ces jolis doigts pleins de grâce et d'espièglerie? Ainsi, l'amour. L'amour n'est que le roman du cœur, c'est le plaisir qui en est l'histoire. Il m'amène à tes genoux. Vous ne l'aimez plus? Je l'aime beaucoup. Mais 3 ans d'union rendent l'hymen si respectable. Que vouliez-vous en elle? Ce que je trouve en toi, ma beauté. Mais dites donc. Je ne sais, moins d'uniformité peut-être, plus de piquant dans les manières, un je ne sais quoi qui fait le charme. Quelquefois, un refus, que sais-je. Nos femmes croient tout accomplir en nous aimant. Cela dit une fois, elles nous aiment, quand elles nous aiment, et sont si complaisantes et si constamment obligeantes et toujours et sans relâche, qu'on est tous surpris, un beau soir, de trouver la satiété où l'on recherchait le bonheur. Ah, quelle leçon. En vérité, Susan, j'ai pensé 1000 fois que si nous poursuivons ailleurs ce plaisir qui nous fuit chez elle, c'est qu'elle n'étudie pas assez l'art de soutenir notre goût, de se renouveler à l'amour, de ranimer, pour ainsi dire, le charme de leur possession par celui de la variété. Donc elles doivent tout. Et l'homme, rien. Changerons-nous la marche de la nature? Notre tâche à nous fut de les obtenir. La leur La leur? est de nous retenir. On l'oublie trop. Lecture. Ok. Oui, pas très sympathique ce conte. Donc un gros connard. Un bon gros connard. Et dans la pièce, c'est vraiment présenté comme un truc, comme une sorte de leçon en fait qu'elle reçoit. C'est censé, genre, Beaumarchais est plutôt derrière le conte. là. Ouais, franchement, que ceci étant dit, la comtesse dit ce ne sera pas moi, juste derrière. Donc en fait, c'est un peu quand même, mis en doute un peu cette affirmation du conte, mais elle prend un peu quand même une leçon d'amour. Et d'ailleurs, le passage, ce que Beaumarchais considère être une leçon d'amour, et le fait que le conte à ce moment-là ait droit à une sorte de petit monologue un tout petit peu lyrique, laisse entendre que quand On même. n'est pas totalement étranger à ces idées-là. Ouais, c'est ça. Et qu'en fait, c'est comme ça, on est des machines. L'homme, il est là pour conquérir, la femme, elle doit retenir, etc. Et même si le comte il est en train de bien prendre une leçon, et en fait, après, par la suite, il y a tout le monde qui va sortir du buisson et lui va se rendre compte qu'en fait, il a fait la cour à sa femme. Il y a quand même chez Beaumarchais un peu dans cet esprit, un peu en même temps. Mm. Mais non, mais en fait, tout le monde a raison. En fait, le comte, il trompe sa femme, mais en même temps, finalement, Est-ce que c'est pas un peu normal étant donné que. elle a un peu laissé s'affadir l'amour, etc. Et de l'autre côté, la femme, elle aussi, elle trompe son mari parce que il a aussi laissé s'affadir l'amour, etc. Ceci étant dit, les personnages les plus intéressants de la pièce restent les personnages féminins de très loin. Mm. Et Susan est vraiment maline, elle est vraiment très bien écrite. Et la comtesse aussi, même si elle est un peu éplorée, qu'elle passe un peu son temps à se plaindre, est un vrai personnage pathétique qui est vraiment très beau. Donc si d'un côté, Beaumarchais écrit un peu ses personnages en faisant une espèce d'en même temps un peu bizarre, aujourd'hui en tout cas je trouve dans la lecture qu'on pourrait avoir des rapports amoureux, et puisque bizarre, un peu sordide, où finalement... Un truc de connard. Voilà, exactement. De l'autre côté, dans sa façon d'écrire les personnages, il s'implique vraiment, et il s'implique davantage pour rendre les femmes intéressantes et en faire des vrais personnages qui soient pas complètement archétypaux, alors que le conte, par exemple, est vraiment juste une merde de A à Z, sauf là où finalement, c'est un peu de le Beaumarchais, c'est un peu de le racheter, mais c'est vraiment un prédateur. La pièce, elle commence, le comte a offert une chambre au fiancé, à Figaro et sa fiancée, et en fait, la chambre, elle est collée à la chambre du comte pour que le comte, pendant la nuit, puisse sonner Figaro en disant « Ah, Figaro, s'il te plaît, j'ai besoin, tu peux aller à l'autre bout de la ville pour m'acheter des trucs. » Et puis, hop, derrière, pouvoir sauter sur la pauvre Susan. Propre. Donc, voilà, je t'avais promis un truc un peu plus joyeux. Oui, bon, C'est joyeux à la mode du XVIIIe siècle. C'est exactement ça, finalement. C'est espèce de... Non, c'est glauque. Oui, c'est quand même un peu glauque. Mais en même temps, avec... Voilà, ça nous rafraîchit un peu après des trucs. C'est ça, c'est de la fiction. Et puis après, avec un thème amour bête, c'est vrai que finalement, cette thématique appelait des choses un peu cringe. Oui. Amour cringe. Amour cringe. Ça On aurait est pu parti être. sur cette, exactement, sur Amour cringe. Je sais pas si tu as vu The Office. Si. L'amour de Michael et de Jane est vraiment dans cette. Ah, mais c'est beau parce que c'est un amour cringe, mais réciproque. La scène toxique. C'est Attends, vrai que Jane... de laquelle Jane? Oui, de Jane. Non, Jane, parce que je parle de celle avec qui finit. Oli. Non, pas Oli. Oli, c'est touchant. Exactement. Alors que là, il y a vraiment. Ah ouais, avec Jane, ouais, non, c'est horrible. Il y a des scènes où, dans le genre amour cringe, je pense que on a atteint le summum. Mais voilà. Non, mais donc, du bon cringe finalement aujourd'hui. Ouais, ressent, c'était bien cringe. Ouais, c'est du cringe mignon. Voilà. Ouais, donc c'est bien. Écoute, la prochaine fois, on ne sait pas ce qu'on fait.
Parce que Exactement. voilà, on a tourné les premiers épisodes là, et puis on va faire sans doute une petite pause, mais on aimerait bien en faire d'autres. Exactement. Dites-nous si ça vous plaît. Dites-nous. Suggérez-nous des sujets peut-être. Ouais, exactement. Suggérez-nous des sujets, peut-être qu'ils soient peut-être moins sombres finalement, Oui. ou pas. Mais quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à nous suggérer des sujets, à aussi nous dire ce qui vous plaît dans le format, ce qui vous plaît un peu moins. Voilà, pour qu'on puisse Exactement. aussi nous-mêmes continuer à réfléchir sur ce projet qui nous intéresse beaucoup et nous fait très plaisir. C'est chouette, c'est rigolo, j'espère que ça vous plaît. Et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles à ce podcast sur les plateformes qui contiennent 5 étoiles. Et voilà, À très bientôt. salut. C'était Lecture, un podcast de Thibaut Giraud et Nicolas Requeda. Abonnez-vous pour ne rien manquer et suivez l'émission sur Instagram @podcastlecture. Merci pour votre écoute et à bientôt.